le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel François et Smith, Jean-Julien, Rubens assurent les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, première destination, l'Afghanistan. L'Ariana attend de connaître son destin. Ce cinéma mythique ouvert depuis 1903 a dû fermer ses portes depuis l'arrivée des talibans hostiles à l'art et à la culture. Voici un reportage signé France 24. Les lumières s'allument encore, mais les fauteuils restent vides. L'Ariana, cinéma mythique de Kaboul, est fermé depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan le 15 août dernier. La nouvelle administration l'a ordonné, mais n'a pas encore statué officiellement sur l'avenir de cette industrie. On continue de venir travailler normalement. Ils ne nous ont pas dit de ne pas venir. Les talibans pourraient très bien décider de rouvrir les cinémas, à condition que les films projetés respectent la charia. Cette salle, l'une des 4 de la capitale afghane, avait jusqu'à présent une programmation variée. Des films bollywoodiens, afghans aussi, et même américains et européens, avec des noms comme Jean-Claude Van Damme à l'affiche. En cas de fermeture, les employés risquent de perdre définitivement leur source de revenus. Le budget du cinéma qui appartient à la ville est géré par les talibans. Malgré cela, les employés ont décidé de continuer à venir travailler. C'est notre job, on doit le faire. Il y a environ 20 personnes qui travaillent ici. Que pourraient-elles faire d'autre? Elles doivent continuer jusqu'à ce que leur destin soit connu. La directrice du cinéma, elle, en tant que femme, n'a même plus ce droit. Celles qui continuent de travailler en Afghanistan risquent leur vie. Depuis le retour au pouvoir des talibans, un climat de terreur s'est installé dans le pays. La nouvelle administration démantèle toutes les libertés et les droits humains acquis au cours de ces 20 dernières années. Aujourd'hui, pour certains pays de l'Europe, on parle d'Armistice Day. Aux États-Unis, on parle du Veterans Day, armistice du 11 novembre, il y a 103 ans, cessé la Première Guerre mondiale. Voici un reportage signé Euronews. Emmanuel Macron, comme d'autres dirigeants européens, commémorait ce jeudi le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale et marqua la victoire des Alliés sur l'Allemagne. Sur les Champs-Élysées, le président français s'est recueilli devant la tombe du soldat inconnu et devant le cercueil d'un autre héros de la Seconde Guerre mondiale, cette fois Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, mort il y a un mois à l'âge de 101 ans. Française, Français, serions-nous là? Serions-nous là sans Hubert Germain? À 20 ans à peine, il quitta tout. Ses terres dromoises, sa famille, ses amis, pour gagner Londres, et bientôt, avec honneur et fidélité, se couvrir de gloire à Bir Hakeim. À Londres, l'horloge de Big Ben a marqué à 11h le début de 2 minutes de silence en mémoire des millions de victimes de la Première Guerre mondiale. Un hommage suivi d'une parade jusqu'au cénotaphe. Ce mémorial, initialement temporaire, érigé en 1918 dans la capitale britannique pour un défilé de la paix. Des hommages également aux soldats tombés au combat à Ypres, en Belgique, où se déroula l'une des batailles majeures de la Première Guerre mondiale, connue aussi sous le nom de la bataille des Flandres. Aux États-Unis, Keisha Thorpe, meilleure enseignante au monde. Au départ, ils étaient 800 candidats venus du monde entier. Pour le titre de meilleur professeur du monde, le Global Teacher Prize, c'est l'américaine Keisha Thorpe qui a finalement remporté le prix prestigieux. Voici un reportage signé Africa News. The winner
Au départ, ils étaient 8000 candidats venus du monde entier pour le titre de meilleur professeur du monde, le Global Teacher Prize. C'est l'américaine Keisha Thorpe qui a finalement remporté le prix prestigieux dont l'objectif est de valoriser le métier d'enseignant. D'origine jamaïcaine, Keisha Thorpe est une professeure d'anglais qui tente de rendre l'accès à l'éducation supérieure plus inclusif pour ces lycéens non anglophones, immigrés de première génération ou réfugiés. En fait, je suis émue parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un nous remarque. Parce que pendant longtemps, les enseignants ont été sous-estimés. Et nous prenons beaucoup sur nous. Vous savez, les étudiants viennent dans nos salles de classe et nous sommes des maires, nous sommes des conseillers, nous sommes des enseignants, nous sommes des entraîneurs et je ne pense pas que nous ayons la reconnaissance que nous méritons. Parmi ces méthodes, l'utilisation de la technologie, d'expériences de la vie réelle ou la conception d'activités autour de l'engagement civique pour que ces élèves puissent se sentir intégrés. Elle a également fondé une ONG qui a permis à 500 élèves du monde entier d'obtenir des bourses universitaires aux États-Unis grâce à leur performance en athlétisme. Lorsque vous enseignez à un ensemble diversifié d'étudiants comme je le fais, vous ne voulez pas vous en tenir à des méthodes classiques. Parce que les enfants du 21e siècle ne veulent pas apprendre avec les manuels. Nous devons trouver des moyens innovants et créatifs, utiliser la technologie, des expériences de la vie réelle, faire des sorties de classe sur le terrain, afin qu'ils puissent découvrir le monde. Le concours est organisé par la fondation Varkey, qui a été créée par la famille indienne du même nom. Basés à Dubaï, les Varkey ont fait fortune en créant des réseaux d'écoles privées, d'abord destinés aux enfants des expatriés. Le Covid a vraiment mis en lumière les inégalités qui existent dans l'éducation pour de nombreux étudiants, familles et communautés. Et donc mon message serait que globalement c'est une crise que nous vivons tous. Et cela ne prend pas qu'une personne pour la résoudre. Il faut un corps collectif d'individus. Le prix comprend aussi la somme d'1 million de dollars graduellement transférés sur 10 ans afin de monter des projets éducatifs. Direction Taïwan, à l'heure où la Chine intensifie la pression sur Taipei, étant de l'isoler du monde, de nombreux Taïwanais considèrent avoir leur propre identité nationale, un sentiment partagé par une majorité des jeunes habitants de l'île. Voici un reportage signé TV5 Monde. Chaque jour, Kylie Wang à gauche et Ken Young à droite animent un podcast d'information. Ils sont taïwanais et fiers de l'être. Nous soutenons les droits de l'homme, nous soutenons les droits LGBT et nous soutenons la liberté d'expression. Alors c'est pourquoi j'ai dit aux gens que je viens de Taïwan et que je suis taïwanais. Depuis plus de 70 ans, la Chine continentale et Taïwan sont dirigés par des régimes rivaux. Pour ces trentenaires, qui enfants ont vu leur île devenir une démocratie, elle est leur seul pays. Je suis née à Taïwan, j'ai grandi à Taïwan, j'ai élu mon président. Je n'ai jamais pensé être affiliée à la Chine. À l'heure où Pékin resserre l'étau sur Taïwan, où le tout-puissant Xi Jinping a fait de la prise de l'île un engagement clé, le sentiment d'appartenance à l'identité taïwanaise se renforce encore, surtout au sein de la jeunesse. Plus de 63% se considèrent comme uniquement taïwanais. Lil Jai-chen, 36 ans, est à la tête d'un groupe de hip-hop. Indépendantiste convaincu, il a même créé une marque de vêtements à l'effigie de ses convictions. Je crois qu'en alliant les problèmes et la culture populaire, on peut mettre Taïwan sur le devant de la scène internationale. Je pense que l'indépendance de Taïwan est inévitable. Ce jour viendra tôt ou tard. La Chine ne nous possédera pas. Nous serons un pays indépendant et démocratique. À Taïwan, beaucoup craignent un scénario à la hongkongaise. À l'image de leur présidente Tsai Ing-wen, qui considère l'île comme souveraine, plus de 90% d'entre eux se disent opposés à une unification sous l'égide de Pékin. Dossier spécial dans cette page internationale. 6 octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé parle de moment historique. Le premier vaccin contre la malaria voit le jour après plus de 30 ans de recherche. Voici un dossier spécial signé Radio-Canada. Toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme.
Aussi appelé malaria, le paludisme est la première cause de décès des enfants en Afrique. « 6 octobre 2021. L'Organisation mondiale de la santé parle d'un moment historique. It is a breakthrough for science, child health and malaria control. Le premier vaccin antipaludique voit le jour. La vaccination à grande échelle des enfants africains peut enfin commencer. C'est une première. Plasmodium falciparum, c'est le parasite responsable de cette maladie. Il se transmet par la piqûre de moustiques femelles. Les symptômes sont plutôt sévères, fièvre, maux de tête, vomissements et diarrhée, entre autres. Plus de 100 candidats vaccins contre le paludisme ont été testés chez l'humain sans succès. Mosquirix, c'est son nom, a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline. C'est le premier vaccin contre un parasite. Il voit le jour après plus de 30 ans de recherche. Comment expliquer un si long délai? Il faut savoir qu'un parasite est plus complexe qu'un virus ou une bactérie. Au cours de sa vie, le parasite se métamorphose à plusieurs reprises. Mosquirix s'attaque à lui dès qu'il entre dans le foie. Il induit des anticorps, déclenche la production d'armes immunitaires contre la principale protéine de surface du parasite, ce qui limite sa capacité à se multiplier. Les tests ont débuté en 2019 au Ghana, au Kenya et au Malawi. Et depuis, on a administré plus de 2,3 millions de doses. Et même s'il nécessite 4 doses, sa protection est loin d'être optimale. Le vaccin permet d'éviter 40% des infections et 30% des formes mortelles de la maladie. Et ce, seulement pendant 4 ans. Par contre, une étude récente estime qu'en associant le vaccin aux médicaments préventifs existants, l'efficacité pourrait monter à plus de 70%. L'autre bémol, ce vaccin antipaludique s'attaque seulement à la souche africaine de la malaria, alors qu'il en existe 5 autres différentes. La course au vaccin contre le paludisme n'est donc pas terminée. En Allemagne, par exemple, la firme BioNTech veut développer un vaccin à ARN messager contre le paludisme, une technologie rendue célèbre par la COVID-19. Tout cela est porteur d'espoir. C'est primordial, parce que depuis le début de cette chronique, un enfant africain a été victime de la malaria. Ainsi prend fin cette page internationale pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour aujourd'hui, il y a du soleil, mais il fait 54 degrés Fahrenheit au dehors. Ça donne 12 degrés Celsius à Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien. Bonsoir Roubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.